Un renversement inattendu secoue le nord du Burkina Faso, où la peur avait autrefois vidé les routes. Les marchés, autrefois déserts, recommencent à bourdonner, et les puits, abandonnés, retrouvent leur utilité. Mais ces signes de changement représentent-ils une véritable transformation ou sont-ils de simples apparences? C'est dire, Ibrahim Traoré, figure centrale, semble incarner une rupture possible. Pourtant, cette dynamique fragile peut-elle résister aux pressions externes? Le pays est-il prêt à franchir une nouvelle étape ou reste-t-il suspendu à un fil incertain? Et l'énigme persiste. La stabilité est-elle réellement à portée de main? La situation au Burkina Faso, et particulièrement dans le nord, semblait, pendant longtemps, marquée par une lente dégradation. Les familles fuyaient, les routes étaient impraticables, et l'espoir de retrouver un semblant de normalité paraissait lointain. Pourtant, le retour progressif des déplacés et la réouverture des marchés signalent un renversement inattendu. Mais ces gestes quotidiens, la réouverture d'un marché, la réintégration des écoles, l'accès aux puits sans escorte, peuvent-ils réellement symboliser une stabilité durable? Ibrahim Traoré, perçu par certains comme l'artisan de cette évolution, se trouve au centre de cette transformation fragile. Si son leadership semble offrir une lueur d'espoir, il y a encore de nombreuses questions à poser. Quelle est la portée réelle de ce changement? Ces progrès sont-ils le début d'une longue réhabilitation ou risquent-ils de se dissiper rapidement? Le défi n'est pas seulement sécuritaire, il est également social et économique. Tout repose sur la capacité des autorités à maintenir cette dynamique sans retomber dans l'instabilité. Vous vous demandez sûrement si cette normalité naissante pourra perdurer face aux pressions internes et externes. Depuis plusieurs mois, une dynamique discrète mais essentielle a commencé à se dessiner dans le nord du Burkina Faso. Ce qui semblait être un effondrement irréversible prend peu à peu un autre tournant. Bien que l'insécurité ait profondément remodelé le paysage humain et économique de la région, un retournement lent mais perceptible a eu lieu. 1 million de déplacés ont commencé à revenir et les villages autrefois déserts reprennent vie. Les puits sont à nouveau fréquentés, les marchés s'animent et les écoles, bien que souvent précaires, accueillent à nouveau des élèves. Bien sûr, ces signaux sont modestes. Une femme vendant du mil dans un marché rouvert ou un professeur retrouvant ses élèves peut paraître anodin. Pourtant, lorsque ces gestes se répètent, ils deviennent des marqueurs significatifs de changement. Ce processus n'est pas le fruit d'une opération spectaculaire, mais d'une transformation subtile qui se construit dans la durée. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solitaire, représente une architecture de changement basée sur la persévérance plutôt que sur des déclarations fracassantes. Ce n'est pas l'annonce d'un événement exceptionnel, mais la persistance de gestes quotidiens qui révèlent la profondeur de ce changement. Alors que la peur recule, une question persiste. Ces transformations locales peuvent-elles s'ancrer dans le temps? Chaque marché rouvert, chaque école qui fonctionne, chaque puits accessible sans escorte devient une validation implicite de cette dynamique. Mais reste la question, si ce retour est possible ici, qu'indique-t-il pour l'avenir du pays? Les signes de stabilisation dans le nord du Burkina Faso ne sont pas uniquement visibles dans des faits spectaculaires. Ils apparaissent dans des événements quotidiens, souvent insignifiants à première vue, mais qui, en réalité, révèlent une transformation plus profonde. Le retour des déplacés, par exemple, n'est pas un acte d'espoir abstrait, mais une évaluation prudente du risque. Les familles ne retournent pas seulement dans les villages, parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'elles commencent à percevoir un environnement plus sûr et plus prévisible. Ces gestes simples comme la vente sur les marchés ou la reprise des cours à l'école ne sont pas seulement des événements isolés, mais des indicateurs d'un retour à la normalité. À Boulet-du-Mouhoun, une femme a rouvert son étal de mil lorsque les patrouilles mixtes sont restées plusieurs semaines sans interruption. Pour elle, il ne s'agissait pas simplement de vendre, mais de pouvoir le faire sans craindre une attaque imminente. La régularité des patrouilles a permis de restaurer un sentiment de sécurité, transformant ainsi la place du marché en un symbole de résilience. De même, les enseignants retrouvent leurs élèves et la réouverture des écoles devient un repère pour les familles. Les conditions de l'école ne sont pas idéales, mais l'assurance d'une routine stable est déjà une avancée considérable. Ces transformations discrètes, bien qu'informelles, sont des éléments cruciaux dans le processus de stabilisation.
Le retour de la normalité n'est pas un retour à la sécurité totale, mais à un état où les risques sont mesurables et gérables. Le retour progressif de la stabilité dans le nord du Burkina Faso n'est pas le fruit d'une seule intervention, mais d'une séquence d'événements minutieusement orchestrés. Le processus commence par la sécurisation de zones stratégiques, un effort coordonné visant à ouvrir des corridors permettant la circulation des biens et des personnes. Dans cette première phase, les unités militaires ont pour mission d'éliminer les menaces immédiates. Cependant, ce n'est qu'à partir de la phase suivante, celle de l'ancrage, que le changement devient durable. En effet, les patrouilles ne se contentent pas de sécuriser temporairement, elles s'installent. Ces unités civiles et de police demeurent donc sur place, arbitrent les conflits mineurs, facilitent les déplacements et accompagnent la réouverture des services essentiels comme les écoles et les marchés. Ces étapes permettent d'ancrer les habitudes de vie, de créer des repères dans le quotidien des habitants. Cette continuité dans la présence humaine et la normalisation des activités rétablissent lentement un sentiment de confiance parmi la population locale. Les marchés ne rouvrent pas simplement pour quelques jours, mais deviennent un lieu où la vie reprend son cours de manière régulière. Il en va de même pour les écoles, où les élèves commencent à revenir, non pas de manière sporadique, mais de façon régulière. Un retour à l'école devient un acte de courage, mais aussi un symbole de stabilité. L'accès à l'eau sans escorte devient un autre indicateur clé de ce changement. En effet, la capacité de se déplacer librement pour aller chercher de l'eau sans avoir à craindre pour sa vie signale une amélioration de la situation sécuritaire. Ces gestes quotidiens, bien que modestes, signalent un changement de fond. Les familles, qui revenaient d'abord par nécessité, ont commencé à revenir par choix, parce qu'elles se sentent suffisamment en sécurité pour s'installer à nouveau. Le retour de la vie dans les villages commence à créer une dynamique de densité sociale, un élément clé pour maintenir l'équilibre fragile. Les retours des déplacés deviennent une validation de la stratégie globale, mais ils révèlent aussi un problème important: comment garantir que cette dynamique ne soit pas rompue par de nouveaux troubles? Les familles, désormais installées, sont plus enclines qu'à se maintenir là où elles perçoivent un environnement plus stable. Toutefois, la question de la durabilité de cette situation reste en suspens. Les défis sont encore nombreux, et la stabilité, bien que perceptible, demeure fragile. Ibrahim Traoré et les autorités locales sont pleinement conscients de ce défi. La réussite de ce processus dépendra de leur capacité à maintenir cette dynamique sans la laisser se déstabiliser. L'une des clés pour comprendre la stabilité actuelle du Burkina Faso réside dans les chiffres et les mesures tangibles qui montrent un changement mesurable dans la région. Plus d'1 million de déplacés ont déjà commencé à revenir dans le nord du pays, ce qui représente un tournant majeur dans la crise humanitaire. Ce retour massif n'est pas un acte spontané, mais une décision fondée sur des observations répétées et sur un ressenti du terrain. Les familles ne sont pas revenues simplement parce qu'elles l'espéraient, mais parce que les signes de normalisation ont été suffisamment nombreux et réguliers pour justifier cette décision. En plus de cela, l'ouverture de marchés à intervalles réguliers et la réouverture d'écoles dans des conditions parfois précaires mais stables ont agi comme des indicateurs d'une stabilité en développement. Les retours des déplacés sont un signal clé. Chaque famille qui revient représente une victoire sur l'insécurité et une validation de la présence continue des autorités locales. Les chiffres confirment également que le nombre de patrouilles mixtes et d'unités de maintien de l'ordre déployées a augmenté de manière significative. Des unités de police et des équipes civiles ont été stationnées dans ces zones pour maintenir un climat de sécurité durable, une première étape nécessaire à la réintégration des populations déplacées. L'efficacité de cette présence est évidente dans le nombre de puits et d'infrastructures publiques rouvertes qui ont permis à des centaines de familles de retrouver un accès à des ressources essentielles. Par ailleurs, des données récentes montrent que les échanges économiques locaux, tels que ceux dans les marchés, ont repris, augmentant ainsi le revenu des familles locales. Cela démontre non seulement une amélioration de la situation sécuritaire, mais aussi de la capacité de la région à soutenir une économie de base sans dépendre d'une aide extérieure. Ces chiffres montrent
qu'une petite amélioration dans la régularité des services essentiels a un impact important sur le quotidien des habitants. L'autre indicateur crucial est la diminution de la violence dans les zones où les patrouilles ont été présentes de manière continue. Les chiffres de criminalité ont montré une nette diminution depuis l'instauration de ces patrouilles régulières. Ces données sont un élément central dans l'évaluation du succès de la stratégie déployée, en particulier à un moment où chaque action, même la plus modeste, a un impact direct sur la vie des citoyens. Cependant, tout n'est pas encore gagné. Les chiffres doivent encore se stabiliser et démontrer qu'ils ne sont pas le fruit d'un phénomène temporaire. Le défi est de maintenir cette dynamique sur le long terme en évitant une rupture qui pourrait encore fragiliser l'équilibre fragile actuellement en place. Ces éléments quantifiables, bien que significatifs, soulignent un besoin urgent. La situation reste instable et fragile, et la question de la pérennité de ces progrès reste en suspens. Il existe 2 lectures majeures concernant la stabilisation actuelle du Burkina Faso. La première, plus prudente, soutient que les signes de stabilisation observés ne sont que l'illusion d'une militarisation déguisée. Selon cette analyse, l'augmentation du nombre de patrouilles armées, la centralisation du pouvoir politique et le retard pris dans l'organisation des élections sont des indices clairs d'une dérive sécuritaire potentielle. Selon cette perspective, les retours des populations déplacées et la réouverture des marchés ne sont pas les signes d'un retour à la normalité, mais plutôt le résultat d'une domination accrue de l'armée sur le terrain. Les sceptiques font valoir que ces transformations locales sont fragiles et qu'elles reposent trop sur la présence continue de forces armées. Ils craignent que sans un retrait progressif des unités militaires, la stabilité reste artificielle et dépendante d'une pression externe constante. De plus, ils pointent l'absence d'une véritable stratégie pour la réconciliation politique et la normalisation durable des institutions. Selon cette lecture, les populations qui retournent dans les villages le font avant tout sous l'effet de la pression sécuritaire, et non pas en raison d'une véritable normalisation des conditions de vie. Cependant, une seconde lecture s'en dégage qui au contraire propose une vision plus optimiste. Elle affirme que la stabilisation ne doit pas être mesurée à la lumière de la visibilité des forces militaires, mais par la capacité des communautés à reprendre des activités ordinaires. Les signaux de normalisation observés dans les villages, comme la réouverture régulière des marchés, la reprise des écoles et l'accès à l'eau sans escorte, sont considérés ici comme des indicateurs plus fiables que les discours politiques ou militaires. Selon cette analyse, ce qui se joue sur le terrain, dans la vie quotidienne des habitants, est plus significatif que les décisions prises à distance par les autorités nationales. L'action d'Ibrahim Traoré est perçue comme un facteur de stabilisation, non par une domination militaire, mais par la création de conditions permettant aux populations de reconstruire leur quotidien en toute sécurité. Le défi majeur de ces 2 lectures est de parvenir à prouver la solidité de la transformation observée. La première lecture a raison de souligner les dangers d'une stabilisation trop dépendante de la présence militaire. La deuxième, quant à elle, insiste sur l'importance de comprendre que les changements visibles dans la vie quotidienne, même si fragiles, peuvent à terme constituer une base pour une stabilité durable. La question clé qui se pose aujourd'hui est donc la suivante. La présence militaire doit-elle être perçue comme une étape nécessaire ou comme un obstacle à un véritable retour à la normalité ? Au milieu de cette dynamique de stabilisation se profile une réalité souvent ignorée. La normalisation, même fragile, commence à s'installer. Ce qui semblait être une rupture soudaine dans la sécurité et l'organisation sociale se transforme en un processus plus graduel. Une leçon fondamentale s'en dégage. La stabilité ne se construit pas sur un événement spectaculaire, mais sur une répétition constante de gestes simples et quotidiens. Les marchés qui rouvrent, les écoles qui accueillent de nouveau des élèves et les puits qui sont utilisés sans escorte sont des indicateurs clairs que la situation, bien qu'encore fragile, est en train de changer. Ces petites victoires sont loin d'être symboliques. Elles témoignent d'un changement palpable, mais aussi d'une méthode qui repose sur la continuité et la persévérance. Chaque jour, sans crise majeure, valide les efforts entrepris. Ibrahim Traoré,
au centre de cette transition, semble comprendre cette vérité essentielle. La véritable force réside dans la constance. C'est cette constance dans les gestes quotidiens, comme la réouverture des commerces et la régularité des horaires scolaires, qui transforment progressivement un territoire marqué par la peur en une zone de vie viable. La vraie question demeure, ce changement peut-il perdurer ou est-il appelé à vaciller au moindre choc ? Les effets de cette stabilisation commencent à se ressentir à plusieurs niveaux, touchant tant la société civile que l'économie locale. D'abord, la sécurité retrouvée permet au marché de fonctionner à nouveau de manière régulière. Des endroits comme Boulé-Dumuhun, où la peur régissait chaque aspect du quotidien, sont maintenant des lieux où les commerçants échangent des biens sans crainte immédiate de violence. Chaque marché rouvert devient une victoire tangible pour les habitants, un symbole du retour de la confiance. Le processus de stabilisation ne se limite pas à une simple amélioration de la sécurité, mais va au-delà en redonnant aux communautés leur capacité à organiser leur vie quotidienne sans la peur constante d'une nouvelle déstabilisation. Dans le même ordre d'idées, l'accès aux ressources essentielles, comme l'eau, devient un indicateur majeur de cette transformation. Les puits, qui étaient autrefois des lieux de tension, sont désormais accessibles sans escorte permanente, ce qui permet aux femmes et aux enfants de reprendre leurs tâches quotidiennes avec un minimum de sécurité. Cette liberté retrouvée pour accomplir des tâches essentielles modifie la dynamique familiale et sociale, renforçant la confiance des habitants dans le processus de retour à la normalité. En parallèle, l'éducation reprend. Bien que les écoles restent parfois précaires, elles assurent désormais une régularité qui faisait défaut auparavant. Les enfants, qui avaient été contraints de fuir et de se disperser, commencent à revenir, apportant avec eux un sentiment d'espoir pour l'avenir. Les parents, eux, constatent une certaine stabilité qui leur permet d'envisager l'avenir avec moins de peur. Ce retour à l'école est loin d'être anodin, il symbolise la reconstruction des bases sociales du pays. Les retours des déplacés, bien que représentant une avancée majeure, révèlent cependant la fragilité de la situation. La question qui se pose est de savoir si ces progrès peuvent se maintenir à long terme. Le véritable défi ne réside pas uniquement dans les chiffres, mais dans la capacité à maintenir cette dynamique sur la durée. Les familles qui reviennent sont encore vigilantes et leur décision de rester dépend largement de la constance de la situation sécuritaire et des services essentiels. Ainsi, ces effets visibles, la réouverture des marchés, l'accès à l'eau et le retour à l'école sont des résultats immédiats du processus de stabilisation. Mais leur pérennité dépendra de la capacité des autorités à maintenir cette situation et à éviter tout retour à la violence. La vraie question réside dans la durabilité de ce processus et dans la manière dont la communauté internationale soutiendra cette dynamique fragile. En regardant l'avenir à 6-12 mois, plusieurs scénarios sont envisageables, chacun dépendant des facteurs clés tels que la sécurité, la gestion des services essentiels et la dynamique sociale locale. Le premier scénario, celui de la continuité stable, suppose que la situation actuelle persiste sans changement dramatique. Les unités sécuritaires maintiennent leur présence régulière dans les zones stabilisées et les services essentiels, comme l'accès à l'eau, l'éducation et les marchés, restent fonctionnels. Dans ce scénario, les retours de population continuent à un rythme modéré et la stabilité locale s'ancre progressivement. Les groupes armés restent actifs dans certaines zones, mais leur capacité à perturber les progrès est réduite. La clé de ce scénario réside dans la régularité. Tant que les habitants peuvent continuer à planifier leur quotidien avec prévisibilité, ils resteront dans les régions stabilisées. Cependant, même dans ce cadre, il existe des risques potentiels, notamment liés à la fluctuation de la présence sécuritaire ou à des défis logistiques dans certaines zones rurales isolées. Le deuxième scénario, celui de consolidation et développement, est plus optimiste. Il envisage une amélioration progressive des conditions de vie avec des services essentiels qui deviennent plus fiables. Les puits, les marchés et les écoles fonctionneraient de manière de plus en plus régulière. Et les coopératives locales et les réseaux communautaires se renforcent. Les retours des déplacés s'accélèrent, contribuant à la revitalisation des zones affectées. Une plus grande autonomie locale se développe
avec des habitants de plus en plus impliqués dans la gestion des infrastructures locales et de la sécurité. Cela réduirait la dépendance aux forces extérieures et ouvrirait la voie à une dynamique plus auto-entretenue. Cependant, des événements imprévus, comme un regain de violence dans certaines zones frontalières, pourraient ralentir cette trajectoire. Le troisième scénario, celui de perturbation et régression, est le plus préoccupant. Dans ce cas, des tensions croissantes, peut-être exacerbées par des incursions armées, des retours massifs de réfugiés ou un manque de ressources pour maintenir les services essentiels, entraîneraient un ralentissement des progrès réalisés. La réouverture des marchés pourrait être perturbée, les écoles fermées à nouveau et l'accès à l'eau et aux soins pourrait devenir moins fiable. Cela entraînerait une nouvelle fuite de population et des périodes de désorganisation. Cependant, même dans ce scénario, il reste possible que certains villages résistent à la régression, notamment ceux où les habitants ont pu développer une plus grande résilience. Quel que soit le scénario, il est clair que la situation restera incertaine. L'adaptation continue des autorités et des communautés sera essentielle pour naviguer à travers ces possibles trajectoires. Un défi clé pour la pérennité des progrès réside dans la capacité à maintenir un équilibre entre sécurité, services essentiels et gestion locale de la vie quotidienne. À ce stade de la stabilisation, les effets sont déjà visibles, mais ce n'est pas suffisant pour garantir que la situation restera intacte. Pour les observateurs extérieurs, l'enjeu est de comprendre que la stabilité n'est pas une donnée acquise. Les changements visibles sur le terrain, comme le retour des déplacés ou la réouverture des marchés, ne représentent qu'un aspect d'une réalité plus complexe. Ce processus de stabilisation dépend de la capacité des autorités locales à maintenir ce que l'on pourrait appeler un équilibre fragile. Les conditions doivent en rester favorables, et cela inclut des éléments aussi simples que la réouverture des puits, la disponibilité des denrées essentielles et la régularité des services éducatifs. Chaque petite victoire est essentielle, mais le risque reste. La situation pourrait se déstabiliser à tout moment si l'une de ces conditions essentielles venait à échouer. La question que l'on doit se poser, c'est celle de l'engagement à long terme, à la fois des autorités locales et des habitants. Les défis demeurent, notamment la gestion du retour des déplacés dans un environnement où la peur n'a pas totalement disparu. Envisager le retour des populations comme un acte de foi dans la stabilité est un choix risqué, mais il est aussi un signal de la résilience des communautés locales. L'une des grandes questions qui se posent alors est de savoir comment ces populations, souvent marquées par la peur, peuvent-elles se reconstruire et dans quelle mesure ce processus est durable. Pour le moment, la stabilité n'est ni certaine ni définitive. Elle est une série d'essais et d'ajustements. Cependant, l'un des plus grands enseignements de cette transition est que chaque communauté qui retourne dans les zones stabilisées apporte non seulement sa présence physique, mais aussi son rôle dans la pérennisation de cette stabilité fragile. Si les conditions restent propices, ces communautés pourraient bien se transformer en moteur de la résistance à une nouvelle déstabilisation. Pour garantir que la stabilisation se pérennise, plusieurs étapes doivent être suivies et elles reposent sur des actions concrètes et mesurables. La première étape consiste à maintenir la présence civile et sécuritaire dans les zones stabilisées. Il ne suffit pas d'installer des patrouilles, il est crucial que ces unités restent présentes de manière continue, créant ainsi un environnement stable sur le long terme. Cette continuité de la présence est un élément clé pour instaurer la confiance des populations et les inciter à s'installer durablement. Les unités civiles, au-delà des forces de sécurité, doivent de jouer un rôle essentiel dans la gestion quotidienne des conflits mineurs et des ressources locales. La deuxième étape consiste à assurer la fiabilité des services essentiels. L'accès à l'eau, aux soins, à l'éducation et à la nourriture doit être non seulement rétabli, mais surtout maintenu de manière régulière et prévisible. Les puits doivent rester accessibles, les écoles doivent maintenir des horaires constants et les marchés doivent être ouverts régulièrement. Chaque rupture dans l'un de ces services pourrait mettre en péril la stabilité fragile qui s'est instaurée. Troisièmement, la cogérance communautaire doit être renforcée. La gestion des infrastructures locales et la résolution des conflits mineurs
doivent progressivement impliquer les communautés elles-mêmes. Plus les habitants seront impliqués dans le maintien de leur propre stabilité, moins la dépendance à des acteurs extérieurs, qu'ils soient militaires ou humanitaires, sera nécessaire. Cette implication locale est essentielle pour garantir la durabilité du processus de stabilisation. Enfin, renforcer les liens sociaux et économiques doit être une priorité. Le développement de réseaux d'entraide, de coopératives locales et d'initiatives agricoles renforce le tissu social et économique. Chaque famille qui revient participe à un cercle vertueux, où la stabilisation locale crée plus de stabilité à mesure que les communautés se renforcent. Ces étapes ne garantissent pas une stabilité totale, mais elles offrent un cadre solide pour pérenniser les progrès réalisés. Au cœur de cette transition fragile, un élément essentiel émerge, la capacité des communautés à rétablir des routines quotidiennes sans peur constante. À Boulet-Doumoun, la simple action d'une femme qui réinstalle son étal de mil le matin, sans surveiller l'horizon, symbolise bien plus qu'un acte économique. Elle incarne l'essence même du retour à la normalité. Ce geste apparemment anodin est un témoignage de la résilience humaine. La peur ne dicte plus chaque mouvement, et c'est dans cette capacité à reconstruire des gestes simples, réguliers, que la vraie transformation se produit. Dans un village voisin, un professeur retrouvant ses élèves avec des horaires réguliers devient bien plus qu'un acte d'enseignement. Il représente la stabilité retrouvée, où les rythmes de la vie quotidienne sont de nouveau contrôlables, prévisibles. Chaque enfant qui retourne à l'école est un signe que la normalité peut exister à nouveau, même dans les conditions les plus précaires. Ces scènes ordinaires sont les éléments les plus puissants de la stabilisation, car elles témoignent de la reconquête d'un territoire qui a été marqué par la peur et la violence. Et si ces gestes persistants peuvent durer, alors peut-être la stabilisation ne dépend pas seulement de la sécurité militaire, mais de l'ancrage de ces petites victoires d'histoire quotidiennes. À travers ce voyage de stabilisation, le Burkina Faso nous montre que la véritable résilience ne réside pas dans de grandes proclamations, mais dans la répétition discrète de gestes quotidiens qui reconstruisent peu à peu une normalité. Chaque retour, chaque marché rouvert, chaque école réintégrée et chaque puits accessible sans escorte est un acte de foi dans la stabilité. Cependant, ces progrès ne doivent pas être pris pour acquis. À mesure que la situation évolue, il est crucial de continuer à observer, à soutenir ces initiatives locales et à encourager les efforts qui renforcent la pérennité de cette stabilisation. Cela ne dépend pas seulement des autorités ou des forces extérieures, mais de chaque acteur local qui, à sa manière, participe à ce processus. Il est donc important de se poser cette question. Comment pouvez-vous, dans votre propre contexte, contribuer à ce processus de normalisation et de soutien aux communautés en transition? Quelle part pouvez-vous prendre dans cette histoire de résilience collective? Il est temps de regarder au-delà des chiffres et de voir la transformation dans ces gestes ordinaires. La stabilisation ne réside pas seulement dans ce qui est visible, mais aussi dans ce qui est vécu chaque jour par chacun d'entre nous